En attendant, si jamais vous êtes concerné par le fait d'être atypique, on a lancé une enquête. En tout cas, j'ai lancé une enquête. Je vais faire passer, je vais mettre deux feuillets comme ça avec un QR code. Si jamais vous avez envie d'y répondre, je vais faire passer les feuilles. J'ai envie de commencer, on est à 2 minutes près, 3 minutes près. Bonjour à tous et à toutes. On va commencer tranquillement. Combien de personnes ici se sentent atypiques ? Bienvenue à vous. La définition de atypique dans le Robert, c'est sans type déterminé, qui ne répond à aucun type habituel, qui ne peut difficilement être classé. Les synonymes, c'est inhabituel, aberrant, anormal, déviant, différent, distinct, exceptionnel, extraordinaire, fantasque, hors du commun, insolite, mais aussi irrégulier, original, particulier, pittoresque, on aime bien celui-là, singulier, spécial, unique, pas banal. Du coup, on parle beaucoup de se sentir atypique par rapport à une norme, par rapport à quelque chose qui est établi, qui devrait être normal. Donc moi, quand je reformule le mot atypique, c'est plutôt je me sens pas en adéquation avec mon écosystème. Qui est freelance dans la salle ? Qui est sans... Ok. Donc plus de freelance que de personnes atypiques. Bonjour, bienvenue. C'est la première fois que je fais une table ronde, qui n'est pas vraiment ronde. D'ailleurs, on a dû changer un peu l'espace parce qu'on voulait pas faire un truc trop conventionnel, à être sur la table, comme une des équipes de foot qui répondent à une conférence de presse. Bienvenue. Et du coup, c'est pas forcément facile pour moi de trouver mes marques à la fois pour le micro, à la fois pour tourner les pages, donc je vais peut-être un petit peu bouger au début. Et bonjour, bienvenue. Donc moi, je m'appelle Alan, je suis un mec trans. J'étais photographe pendant 10 ans à Lyon, principalement. Et j'étais du coup perçu comme une femme. Pendant 30 ans de ma vie, j'étais perçu comme une femme. Puis j'ai entamé une transition de genre qui a bouleversé ma vie et qui a révolutionné aussi tout mon travail, tout mon business. Et en fait, cette révolution, elle m'a amené à repositionner mon travail, repositionner mon business, m'engager davantage et reprendre ma vie à zéro. Et donc, je suis reparti avec une nouvelle boîte, un nouveau statut, une nouvelle identité visuelle, une nouvelle adresse mail. Donc, ça a été beaucoup de travail. Et aujourd'hui, je suis passé de photographe à communicant et j'accompagne des freelances qui se sentent atypiques à prendre leur place dans le travail grâce à la communication. Putain, je sens que le stress, il va passer un peu au fur et à mesure, mais pour l'instant, c'est pas facile. Et du coup, j'avais à cœur de visibiliser, de donner la parole à des personnes qu'on voit peu dans les salons de business, qui, à mon sens, aussi apportent des sujets qui sont encore un petit peu trop invisibles et encore pas assez discutés. Et du coup, c'est forcément une manière aussi d'être dans un acte politique aujourd'hui, d'être là et de vous partager ce qu'on va vous partager ce soir. Alors, je ne vais pas tourner la page, je vais en prendre qu'une. Donc on va parler de comment on s'épanouit quand on se sent différent de ce qui nous entoure, comment on s'épanouit quand on subit des discriminations, quand on se bat avec un syndrome de l'imposteur énorme, qui fait du fait de notre éducation, d'un milieu qui est peu inclusif. Bref, comment on fait quand toute la société nous dit qu'on n'est pas à notre place, comment on fait pour la prendre notre place. Ça va être un peu les sujets du jour. Et avant de donner la parole à ces 4 magnifiques personnes qui sont venues nous parler aujourd'hui, je vais vous rappeler quelques chiffres. 3 salariés LGBT sur 10 déclarent être victimes d'agressions au travail. Chez les personnes trans, c'est 37%. Les personnes en situation d'obésité subissent des discriminations de façon répétée et partout, et c'est 45% des discriminations qui sont vécues au travail. Je vous laisse intégrer. 75% des auto-entrepreneurs handicapés gagnent moins de 20 000 € par mois. À titre de comparaison, 75% des personnes qui ne sont pas concernées par le handicap gagnent moins de 70 000 € par mois. 43% des travailleurs handicapés estiment que les difficultés de développer leur entreprise est liée à leur handicap. Et c'est 68% des Français concernés qui disent que les discriminations raciales impactent leur entreprise. Donc on est sur des chiffres élevés.
on est sur des choses dont on parle assez peu au travail, et aussi on est sur des sujets qui ne sont pas forcément chiffrés, parce qu'on n'a pas le droit en France de faire des statistiques sur la couleur de peau. Il y a peu de statistiques sur les freelances, il y a peu de statistiques sur les personnes LGBT. Donc il y a aussi le salariat qui est pris en compte dans ces thématiques-là. Donc voilà, merci à vous d'être là. Bonjour à tous et à toutes. On va essayer de parler un petit peu en langage inclusif aujourd'hui. Si jamais je fais des conneries, n'hésitez pas à me reprendre. J'ai invité des personnes que je connais ou pas, de près ou de loin, mais dont j'estime le travail. Et du coup, je vais vous demander de vous présenter. On a 3 micros. Moi, je vais en garder un, si ça vous va. Comme ça, vous partagez un micro là et vous partagez un micro là. Alors, la première question, ça va être, est-ce que tu peux te présenter ton activité en une phrase et répondre à la question, qu'est-ce qui fait que tu te sens atypique ? La balle est au centre. C'est vraiment pas super que ce soit moi qui commence, on sait pourquoi. Si tu veux, on peut te censurer tout de suite. Du coup, je vais commencer. Mon nom, c'est Will McClink, pronom il. Je suis un homme cis et j'ai cofondé la Wilkie Way, qui est un projet d'organisation d'événements, d'exploration et d'éducation autour des sexualités. Et ce qui fait mon côté atypique, je pense, c'est tout simplement mon activité en elle-même, pouvoir parler de sexualité, éduquer autour de ces sujets et créer des événements autour de ce sujet qui est encore aujourd'hui tabou. Et je pense que c'est le tabou sur ce sujet qui crée des difficultés. Je continuerai plus tard. On en reparlera après. Bonjour, moi c'est Magali CV. Je suis réalisatrice de documentaires pour des marques engagées. Et depuis cette année, je fais aussi du documentaire plus classique. Moi, le côté atypique que j'ai, c'est que j'ai un handicap depuis 4 ans qui ne se voit pas. Et je suis aussi une femme dans le milieu de l'audiovisuel. Voilà. Ça, c'est un sacré défi. Bonjour, donc je m'appelle Alice Dinan. Pour présenter mon activité, je suis à un moment un peu charnière. Je me sens un peu étrange ici, du coup, dans le sens où je suis en train de mettre fin à mon activité pour aller dans le salariat en raison de problèmes de santé, qui font que j'ai besoin de... on en parlera, je pense, tout à l'heure, qui font qu'aujourd'hui, je priorise la stabilité financière sur l'indépendance. Pour autant, j'ai eu 12 ans d'entrepreneuriat derrière moi, donc j'ai de quoi en parler. Et en quoi je me sens atypique ? Alors, ça dépend combien de temps vous avez, mais pour simplifier, on va dire que je suis une personne non-binaire, LGBT au sens large, autiste et plein d'autres choses. C'est à moi. Bonjour à tous. Moi, je suis conseillère en séduction et en image, queer et féministe. Donc, mon travail consiste à parler du consentement dans la séduction, ou comment mieux séduire et en respectant le consentement de la personne en face. Je suis atypique parce que je suis juive, queer, grosse, racisée et pas mal d'autres trucs en même temps. Bienvenue. Première question, peut-être pour lancer un petit peu les choses. On va un peu fonctionner en espèce de, à la fois cercle de parole, mais si vous voulez prendre la parole aussi, s'il y a des choses qui vous font réagir, n'hésitez pas. Je me rends compte que je suis au milieu et du coup, je vais passer mon temps à faire ça et ça. Peut-être que je me déplacerai parce que ce sera plus simple, parce que sinon, je vais pas voir tout le monde. Il y en a qui veulent prendre la parole. Je vais pas me mettre au pupitre, non, ça va faire beaucoup trop sérieux. Première question, est-ce que tu te sens freiné dans ta différence et dans ton atypie, dans ton travail ? Et quelle forme ça prend, en fait, ces difficultés et ces freins ? La balle est au centre. Tu peux répéter la question ? Ça m'a perdu. Est-ce que tu te sens freiné Oui. par le fait d'être atypique et quelle forme ça prend ? Je me sens freinée parce que je suis une femme qui est déjà auto-entrepreneuse et que ça, c'est rare par rapport au reste. Et je me sens freinée parce que j'explique aux hommes comment pécho en tant que femme. Et c'est assez rare. Je suis une des rares en France à le faire. Et je me sens freinée parce que je suis ronde. Et les femmes rondes ne font pas l'amour, apparemment. donc je me sens freinée par là, majoritairement. Aussi, il faut dire que tu évolues aussi dans un milieu qui est très concurrentiel. Il y a beaucoup de masculinistes sur Internet qui prennent de la place. Et c'est un rapport à la concurrence qui est aussi particulier, parce que tu te prends beaucoup de haters ou de gens qui te critiquent en ligne.
d'être une femme de toute façon et de se montrer sur les réseaux ou d'oser prendre la parole, ça nous met d'une manière ou d'une autre en danger. Mais quand on est dans des sujets comme les tiens, c'est encore plus difficile. Oui, justement, j'ai créé ma page Insta sans montrer ma tronche. Donc, très peu. J'ai aucune vidéo de moi qui parle face cam sur ma page Insta parce que c'est donner trop à manger aux haters, en fait. Donc, il a vraiment fallu que je calcule toute ma com pour attirer les hommes assez intéressés par mon travail sans forcément attirer les personnes qui ont besoin de défoncer la messagère. Donc, j'ai calculé toute ma com à cause de mon atypie. Donc ça, c'est un frein déjà, de devoir contourner des problèmes potentiels, quoi. Oui. Ok. Vas-y. Moi, du coup, le frein que j'ai, c'est vraiment le côté énergie pour travailler. J'ai commencé mon entreprise il y a 6 ans et j'ai eu le handicap il y a 4 ans. Du coup, j'ai testé avec et sans. Les 2 premières années, en fait, je pouvais beaucoup plus travailler. J'avais la capacité de travailler 8 heures par jour, un peu comme la plupart des gens qui ne sont pas handicapés. Et après, j'ai découvert le fait de devoir travailler avec 1, 2, 3 heures par jour de disponible. Donc à la fois, c'est sûr que ça freine le développement de son entreprise. Et moi, dans mon cas, en fait, ça m'a obligée à être très efficace, parce que j'avais que 2 heures par jour, où il y a même des mois, je ne pouvais pas du tout travailler. Et du coup, c'est assez bizarre, mais c'est à ce moment-là que mon activité a commencé à marcher bien. On discutera aussi après de comment être efficace dans des contraintes très particulières et du coup de la communication aussi, on viendra là-dessus. Vous voulez prendre la parole sur les freins ? Ouais, est-ce que je me sens freiné ? J'ai dit que j'étais une personne autiste tout à l'heure, donc j'ai envie de dire évidemment oui. Même pendant 10 ans, je le savais pas, et j'ai réussi à m'en sortir à peu près jusqu'au jour où j'ai fait une dépression et où les signes sont devenus beaucoup plus visibles, parce que beaucoup moins l'énergie, tu parlais d'énergie, c'est un peu ça, beaucoup moins l'énergie de les compenser. Mais quand vous avez du mal à aller parler aux gens, à aller appeler les gens, à écrire un mail aux gens, à aller démarcher les gens, et que vous êtes à votre compte, comment dire ? C'est pas simple. Donc effectivement, j'ai au fil du temps monté pas mal de stratégies pour contourner ça, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit un réseautage un peu moins violent qu'un salon avec des centaines de gens dans une grande salle et du bruit et des lumières dans tous les sens. Ce sont des conditions pas faciles pour les personnes autistes. C'est ça. Et effectivement, oui, pour préciser, effectivement, parmi les difficultés pour les personnes autistes, il y a la gestion du bruit, la gestion de la lumière, la gestion du fait qu'il y a des gens, le fait que les codes sociaux, on les comprend en faisant des efforts, mais naturellement, ils sont pas innés du tout. Et du coup, alors en plus, moi ces derniers temps, ça fait longtemps que j'ai pas fait de salon, donc là j'ai remis les pieds dedans, j'ai fait oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais dans cette grande salle ? Du coup, oui, je vais pas m'étaler beaucoup plus, mais côté frein, c'est principalement ça, ce côté de comment trouver des clients en fait quand la relation sociale, à la fois tu l'aimes bien, mais elle est compliquée. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas fait mon trigger warning, donc je vais me relever, on va revenir un petit peu en arrière. Merci beaucoup d'avoir dit ça. Petit trigger warning, donc on va quand même parler ici de discrimination, potentiellement de violence systémique, de choses qui sont pas forcément simples. Et c'est vrai que j'ai pas dit tout à l'heure, mais les personnes qui sont là, rien que d'être là, c'est pas facile d'être là et de partager dans un contexte professionnel, dans un format de salon, de partager nos parcours. Donc bienveillance et amour sur les personnes qui sont là, qui osent prendre la parole et raconter des choses qui sont pas forcément comment je vais scaler mon entreprise et c'est quoi mes KPI, quoi. À suivre. Tu veux prendre la parole ? Ça reste un sujet. Hein. Oui, ça reste un sujet. Moi, généralement, le frein que je vois apparaître, c'est d'avoir beaucoup de personnes qui ne veulent pas parler d'un sujet qui existe, que l'on connaît tous, sur lequel on matraque, sur lequel on vend. Je parle de la sexualité, de la sexualisation des personnes. Et là où toute mon activité vise notamment à démocratiser, mais également éduquer pour avoir des moyens d'expression et de plaisir autour de tout ça, notamment avec une forte culture du consentement, apprendre à mieux vivre et faire la sexualité, et j'arrive toujours face à des personnes qui disent non, on peut pas faire ça, ça existe que dans les chambres et pas ailleurs, et alors que non, en fait, non, ça existe un peu partout, et donc il y a vraiment un effort de vouloir démocratiser ça. Et donc, jusqu'à maintenant, l'astuce, c'est d'en parler le plus franchement possible, le plus directement possible pour que le sujet soit clair.
et que derrière on puisse discuter de ce qui peut être fait et qu'est-ce qu'il y a derrière juste cette apparence de mais vous faites que du sexe. Non, il y a d'autres choses. Et du coup, est-ce que tu peux reformuler ce que tu fais pour les gens qui sont arrivés un peu plus tard? D'accord. Donc moi je suis organisateur d'événements de sexualité où je crée des événements d'éducation aux sexualités mais aussi des événements d'expérimentation et d'exploration des sexualités, et je parle bien des sexualités au pluriel, parce qu'il y a différentes façons de vivre sa sexualité, et je ne parle pas que de l'orientation sexuelle, je parle aussi de pratiques et d'envie, et aussi de rythme, en fait. On n'a pas toute une sexualité. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que tu viens de l'événementiel d'entreprise, et donc tu as une activité aussi à côté, qui est très conventionnelle. Totalement, c'est-à-dire que moi j'ai commencé l'événementiel, donc j'en faisais déjà depuis mon adolescence, mais professionnellement depuis que j'ai 21 ans, donc ça fait bientôt une quinzaine d'années que je fais ça, et donc j'ai travaillé chez l'annonceur, j'ai travaillé en agence durant plusieurs années, jusqu'à un moment où je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça qui m'intéresse le plus, d'organiser ce type d'événements, d'organiser des salons, des conventions. Ça peut être sympa une fois de temps en temps, mais pas tant que ça. J'ai avancé dans la communauté sex positive aussi par ma vie de polyamoureux, et j'ai vu qu'en fait, il y avait une nécessité, en tout cas à cet endroit, de créer des espaces pour que les personnes puissent s'exprimer, explorer, mais aussi pouvoir vivre en communauté. C'est quelque chose qui manquait, et moi à la fois c'est une passion d'organiser des événements, donc ça a été un plaisir d'apporter ça dans la commune, mais j'ai vu qu'il y avait aussi une nécessité. Ok, donc quand même beaucoup de freins très différents en fait dans chacun des parcours. Petite question santé mentale pour être dans la joyeuserie et le bien-être. Comment ça impacte votre santé mentale au quotidien de porter des entreprises de manière différente sur des sujets différents, ou alors d'avoir des contraintes que vous avez? J'ai besoin souvent de faire des pauses et de décaler tous mes rendez-vous parce que je tombe sur un conducteur de Uber à qui je dis que je suis conseillère en séduction et qui littéralement m'enferme dans sa voiture et me harcèle en me disant des choses abominables. Et ce n'est pas une discussion, c'est un monologue de sa part. Et donc, il m'arrive très souvent de faire 3 jours de pause, de contacter tous mes clients, de leur dire il m'est arrivé ça. Parfois, ils le lisent en story. Et donc, mes clients sont très au courant que pour ma santé mentale, je peux faire des pauses et je peux décaler des rendez-vous. Donc, en tout cas, il y a un gros enjeu de sécurité, de danger. Je sais aussi que tu ne me dis jamais où est-ce que tu es. Oui, pour assurer ma sécurité. Tu as Ouais. déjà été en danger par rapport à ça? Oui. Ouais, j'ai eu le malheur de donner ma géolocalisation en story et j'ai été suivie et tabassée par des concurrents. C'est un super milieu, la séduction. Les gens sont vraiment adorables. À la séduction. Moi, quand j'ai rencontré Adélaïde, les ateliers séduction que tu faisais, il y avait 30-40 personnes. Premier rang, il y avait 3 concurrents qui étaient là pour la déstabiliser, pour montrer que c'est leur terrain. Donc forcément, c'est pas les mêmes organisations de journée pour les uns et les autres, et les unes et les autres. Ouais. Du coup, santé mentale, je peux avoir besoin d'un jour de pause et fort heureusement, mes collaborateurs et mes clientes le comprennent. J'ai de la chance de ce côté-là. Quelqu'un veut prendre la parole? Je l'ai vaguement évoqué tout à l'heure, santé mentale, j'ai envie de dire grand classique chez les personnes autistes qui ne savent pas qu'elles le sont. J'ai fait une dépression. Et pourquoi je dis grand classique, c'est dans le sens où quand pendant des dizaines d'années vous faites l'effort, sans savoir que vous le faites, de prendre sur vous, de vous adapter aux gens, de faire... on s'en rend pas compte quand on le vit pas, mais c'est énormément d'efforts. Il arrive un jour, alors en plus, honnêtement, j'ai adoré le confinement. J'étais tout seul chez moi, j'avais personne à parler, personne à voir, personne à faire d'efforts. J'étais tellement bien. On est sorti du confinement, j'ai fait une formation en résidentiel avec des gens non-stop. J'ai fini en dépression au bout de 3 jours. Enfin, j'exagère à peine. Donc, le principal impact santé mentale, pour moi, il a été là. Et ça date de 2021. J'ai encore du mal à vraiment m'en relever aujourd'hui. Il y a encore beaucoup d'anxiété qui se balade parce que qui dit dépression dit il y a d'autres soucis de santé derrière, dit difficultés professionnelles, difficultés pour maintenir l'entreprise en vie. Donc forcément, ça ajoute énormément de stress, d'anxiété. Mais à l'inverse, effet positif quand même. On va être un peu positif. Il y a des choses que tu mets en place du coup maintenant, depuis? Travailler moins. J'ai jamais su faire 35 heures de boulot par semaine avec 5 semaines de congés payés. Pour ça que j'ai jamais été salarié non plus. C'est un des sujets aussi. Je sais pas faire ça. Après, ouais.
Mais ce que j'ai mis en place, c'est essayer de travailler, alors même si du coup aujourd'hui je suis en train de l'arrêter, mais ça a été de travailler dans la diversité et l'inclusion, et justement de parler surtout de sujets LGBT+, que je maîtrise mieux, parce que ça fait un peu plus longtemps que je sais que ça me concerne, mais ça a été ça en fait, ça a été vraiment d'avoir une activité qui vient un peu au service des gens qui sont comme moi, avec le pari d'impacter l'entreprise qui les accueille et pas de m'adresser juste directement aux personnes concernées, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui le fait en fait. Et c'est bien de faire les deux, qu'il y ait des mondes pour les deux côtés. En tout cas, la fatigabilité, c'est un très grand sujet des personnes qui ont un handicap visible ou invisible. D'ailleurs, je voudrais rappeler que 80% des handicaps ne sont pas visibles. Donc il y a beaucoup de gens, je crois que c'est 12 millions de personnes en France, c'est ça ? 12 millions de personnes en France qui sont concernées par le handicap invisible. Donc en fait, il y a aussi plein de handicaps qu'on ne connaît pas, des choses, des personnes qui ne le disent pas aussi, parce que c'est pas forcément simple. D'ailleurs, la communication, c'est un des grands sujets. À quel moment on le dit ? Est-ce qu'on le dit ? Est-ce qu'on le dit dans une collaboration ? Du coup, j'ai deux questions en même temps. Vous prenez celle que vous voulez. Qu'est-ce que vous mettez en place ? Bon, certains ont déjà répondu, mais est-ce que vous le dites à vos collaborateurs, à vos clients ? Et comment vous gérez la com interne, externe avec les gens ? Alors moi, j'en ai déjà parlé un peu sur les réseaux, mais je le mets pas en avant sur mon profil, par exemple. En fait, ça a un impact dans mon activité, les périodes où je suis vraiment mal. Et du coup, les périodes où je suis vraiment mal, je travaille pas. Donc au final, quand je suis en tournage, ça veut dire que ça va. Après, ça m'est arrivé, par exemple, de devoir décaler des deadlines de montage, etc. Et vu que je travaille avec des gens avec qui je partage pas mal de valeurs assez engagées, je me sens pas trop freinée de leur dire j'ai un souci de santé, est-ce que je peux prendre 2 semaines en mode Mais plus. du coup, tu le dis quand ça arrive. Je le préviens quand même au début, Okay. avant de signer aussi. Okay. Je suis assez transparente, mais en général ça va. Enfin, il y a quand même un accueil plutôt cool. Et aussi par rapport à la santé mentale, moi, en fait, la santé physique, ça a un impact sur la santé mentale, parce que notamment quand on a des douleurs chroniques, c'est un peu compliqué. Et en fait, le fait de faire une activité qui me plaît vraiment, avec des clients plutôt cool dans l'ensemble, moi, je sais que mon travail m'a vraiment aidée depuis que j'ai la maladie, quoi. C'est aussi une des questions. Ça peut être aussi un quelque chose à laquelle t'accrocher, c'est ça ? Quand tu dis ça, quand tu dis ton travail t'a aidé ? C'est parce que j'aime beaucoup mon travail. Donc c'est une manière d'avoir un cadre et de t'accrocher à quelque chose qui fonctionne. Je pense que si j'avais été salariée, j'aurais eu plus d'argent. Parce que clairement, j'aurais eu l'arrêt maladie, etc. Et puis, vu que je me suis blessée à l'étranger, en fait, je suis arrivée, j'avais pas d'argent le temps des moments où j'étais mal. Mais si j'avais été salariée, j'aurais été totalement coupée du monde professionnel parce que j'aurais pas du tout pu travailler. Alors que là, ça m'a permis de garder un lien avec le milieu pro et d'avancer quand même. Et en vrai, ça m'a, je pense, vraiment aidé d'un point de vue mental, quoi. Ouais, moi, c'est un truc aussi que j'ai beaucoup vécu quand il y a des périodes où ça allait pas, où j'avais beaucoup de choses à gérer. En vrai, des fois, l'entreprise devient un petit peu une bouée et une manière de s'accrocher à quelque chose, d'avoir un cadre, d'avoir une structure, et d'avoir aussi, quand on est engagé sur ce qu'on fait, d'avoir aussi de la motivation qui revient. Moi, dans mon cas, je suis photographe et je travaille avec des gens aussi dans des salons ou des événements. Du coup, il y a aussi quelque chose de social, de ne pas se couper du lien social. Et en fait, dans beaucoup de personnes concernées par tous ces sujets-là, et aussi les freelances en général, le gros point de douleur, c'est la solitude et l'isolement. Encore plus quand on est atypique. Mais du coup, c'est vrai que d'avoir une entreprise qui nous motive, ça nous permet parfois c'est un petit peu aussi une prison dorée ou une prison... qu'on se crée soi-même, mais ça peut être quelque chose auquel on peut s'accrocher, quoi. Pour le coup, le fait d'être atypique dans ma com m'aide parce que je peux parler du fait que je suis queer et qu'est-ce que ça fait de se faire draguer par des hommes et en même temps de draguer des femmes. Je peux aussi parler des personnes trans. Enfin voilà, et le fait d'être atypique me permet de parler de mon vécu et donc d'aider des gens qui se voient. Ça fait un effet miroir avec certaines personnes. Et donc, le fait d'être atypique, pour le coup, m'aide dans ma com parce que j'ai des femmes qui vont venir vers moi et qui vont me dire mais en fait, je crois que je doute de mon orientation sexuelle. Suis-je véritablement hétéro ? Et ça, c'est quelque chose que tout le monde se pose. Bien sûr. Et ça, c'est une question qu'elle ne pourrait pas poser à d'autres love coachs qui sont purement hétéros et qui ne vendent que le milieu hétéro. Donc, il y a des points positifs à être un peu atypique et je m'en sers pas mal pour faire écho aux histoires des autres au travers de la mienne. Ok. Et vous le dites ?
Toi, tu le dis. Moi, je le dis. J'en parle beaucoup. Moi, j'ai envie de revenir sur le point rapidement de la santé mentale, qui est qu'en fait, comme on travaille avec de l'intime, tout de même dans notre milieu, il y a une grande vigilance à comment on gère les événements, comment sont gérées les interactions entre les différents participants et participantes des événements. La sécurité, quoi. La sécurité physique, mais aussi émotionnelle et psychologique. Moi, je suis pas psy, c'est pas mon métier non plus. La seule chose qu'on peut faire, c'est mettre des choses en place pour que les personnes se sentent au minimum écoutées, comprises, et quand on n'a pas les ressources, aussi leur expliquer qu'il y a des ressources qui sont autour. Il y a aussi des gens qui sont là pour veiller que ça se passe bien, pour faire attention. Il y a ce qu'on appelle des angels. C'est ça, il n'y a pas de psy, mais il y a quand même des angels. Qui mettent le cadre, enfin qui aident à soutenir le cadre dans les événements. Et donc c'est vrai que pour moi, évidemment que c'est un milieu que j'ai choisi, mais en tout cas il y a une pression constante à faire au mieux réellement, parce que c'est travailler avec des personnes qui mettent beaucoup d'elles-mêmes dans l'événement. Et donc ça, c'est en fait une vigilance. Ce qu'on n'a pas quand on gère un salon d'entreprise et qu'il faut organiser, où tout le monde est habillé. Non, mais quand j'organise des séjours ou un grand salon, les gens sont autonomes aussi, quoi. Et s'ils veulent avoir la sécurité, parce que non, mais en tout cas, les risques sont beaucoup plus élevés. Jamais dans les voyages, mais en tout cas, les gens sont autonomes. Là, en fait, on vient leur proposer ça, donc il y a vraiment un travail à avoir sur ce sujet-là qui me pèse, qui nécessite aussi que je me forme. Donc ensuite, beaucoup de formation autour du travail en lui-même. Et aussi, je travaille aussi avec beaucoup d'identité. On est dans un milieu où il y a beaucoup de personnes de la communauté LGBT+. Et il est super important en fait que toutes ces personnes se sentent entendues pour qu'elles puissent se sentir en sécurité pour explorer derrière. Aucun des événements n'est 100% safe. On crée que des espaces qui sont de plus en plus sécurisés et sécurisants. Et donc oui, il y a des process. Beaucoup de process. Il y a beaucoup de process. Beaucoup de process. Et puis une des difficultés, c'est aussi que ce métier n'existe pas aujourd'hui en France, quoi. On va avoir des personnes qui vont être coach en sexualité, et plus généralement des femmes du coup, puisque c'est différent du coach de séduction à cet endroit-là, et qui vont parler un peu de santé à travers la sexualité. C'est pas du tout mon sujet. Et donc du coup, moi, je suis plus ou moins en train de créer mon métier en France. Donc il y a des collègues autour, mais il y a aussi cette difficulté autour de tout ça. Autour de la santé sexuelle et de la prévention et de l'inclusion. Et en tout cas, c'est des thématiques qui sont super importantes et tu as plein de choses à mettre en place, quoi. Tu voulais prendre la parole ? En quelques mots, moi sur le sujet queer, évidemment, vu que mon activité ces derniers temps, c'était la sensibilisation de l'entreprise, évidemment que je le dis, évidemment que je le dis. Pour moi, ça me paraît évident de le dire, dans le sens où ça me permet de dire aux entreprises, je viens vous parler d'un sujet que je connais parce que je le vis de l'intérieur et que j'ai pris le temps. Non seulement je le vis, mais j'ai pris le temps de réfléchir dessus, parce que ça ne suffit pas de vivre un truc pour pouvoir en parler efficacement. Sur la question de l'autisme, là j'en ai parlé tout de suite parce que c'est le thème de la table ronde. En vrai, c'est un sujet que j'ai encore du mal à vraiment évoquer avec la clientèle, avec les prospects, et pourtant qui est fondamental parce que ça fait partie de moi, ça explique énormément de choses de ma manière de fonctionner. Mais si je commence à dire à des clients potentiels, je suis une personne autiste, bookez-moi pour faire une conférence, pour animer un atelier, mais jamais de la vie ils signent en fait. Parce qu'ils s'imaginent que ce que je suis en train de faire là, j'en suis incapable, que je vais juste bafouiller, dire 3-4 mots et partir en courant. Il y a beaucoup de stéréotypes et de choses qu'on ne connaît pas, de certains handicaps. Ouais. Après, on va pas se mentir, demain, heureusement que je ne vois personne, ça va me prendre du temps de récupérer de cette journée. Mais j'en suis capable. Et j'aime bien faire ce genre de choses, parce que j'ai pas choisi cette activité-là à regret, au contraire. Ouais. Mais ça, du coup, à dire que tu es autiste quand tu fais ce métier-là, c'est compliqué. Alors je le fais. Mais pas en première accroche, et des fois j'attends que ce soit signé pour pouvoir dire au fait. En tout cas, il y a les temps de récupération qu'on peut avoir dans certains métiers qui sont très énergivores en lien social, aussi en porter des trucs lourds. Enfin, moi aussi, après une prestation, je mettais 2 jours plus tranquille, une journée off. Et en fait, quand on a des handicaps ou des atypies, on peut pas faire l'économie de ces temps-là parce qu'en fait, on n'a juste pas d'énergie et pas les ressources. Et ça oblige, comme tu disais tout à l'heure, à être très efficace dans le temps qu'on a et dans le temps imparti qu'on a. Ça oblige à bien réfléchir à son workflow, à son organisation globale, et aussi à à s'écouter plus, à s'introspecter quand est-ce que j'ai plus d'énergie de porter des choses, d'être sociable, de faire telle ou telle tâche, et donc de réfléchir un peu plus à ça. Tu voulais réagir, Magali ? Non, je pensais que tu allais réagir là-dessus, ok. Par rapport à ça, du coup, ça fait une bonne transition là-dessus. Dans le milieu entrepreneurial et freelance, on entend beaucoup la culture de la performance,
quand on veut, on peut, lève-toi tôt, fais des rituels, prie le soleil à 5 heures du matin et l'abondance viendra à toi, sois la meilleure version de toi-même. On entend beaucoup cette culture de l'hyper-performance qui est très attachée à des valeurs virilistes et masculines, aussi un petit peu en tout cas masculines. Il y a beaucoup cette culture-là dans l'entrepreneuriat parce que c'est aussi des écosystèmes qui sont majoritairement masculins. C'est vrai que du coup, nous, dans notre cas, la culture de la performance, c'est compliqué d'être là-dedans et d'être face à ça. Comment vous réagissez, vous, à toute cette... le quand on veut, on peut, par exemple. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Moi, je trouve que des fois, en vrai, c'est quand même utile ce genre de truc, et des fois, non. En fait, moi, ma santé, si vous voulez, j'ai eu un syndrome musculaire invalidant qui faisait que je pouvais pas m'asseoir comme je le fais aujourd'hui, ou je pouvais pas rester debout statique ou pas beaucoup marcher. Donc, il reste pas grand-chose. Et il y avait des périodes de quelques mois où j'avais des injections. J'avais le droit d'en avoir 4 maximum dans ma vie. Donc, c'était 1 an et demi max. Et donc, ces périodes de quelques mois, j'étais quasiment valide. Donc, j'ai fait un peu un aller-retour entre les deux. Donc les périodes où j'étais vraiment mal, le quand on va on peut, il passait très mal parce que là je pouvais pas grand chose, même dans ma vie perso aussi. Par contre les périodes où ça allait un peu mieux et que là je devais faire beaucoup de rééducation, par exemple j'ai fait à peu près 300 séances de kiné, on a besoin de se motiver un petit peu. Et là, du coup, ce genre de discours, je trouve que c'est quand même intéressant. Ouais, moi, je suis un peu entre les deux, quoi. Il y a l'aspect sociétal de on peut pas toujours, et à la fois, on reste des êtres humains, on a envie de progresser, et des fois, c'est cool de se motiver, quoi. Enfin, ouais, moi, je le vois comme ça, et c'est d'ailleurs ce que je défends aussi dans les réalisations des films au niveau des scénarios. Un arc narratif, c'est un héros ou une héroïne qui a un but et qui veut progresser. Et quand c'est trop centré sur le protagoniste ou la protagoniste, et qu'on parle pas des difficultés extérieures, et que la personne, elle est super forte, et tac. Là, il y a moins de messages sociétal, et je trouve que c'est un peu problématique en termes d'imaginaire. Mais à la fois, c'est quand même un parcours... Enfin, l'arc narratif est super intéressant pour raconter des histoires. Donc, voir quelqu'un progresser, c'est chouette. Et si on intègre un peu plus les questions, justement, sociétales, etc., pour moi, c'est bénéfique en termes d'imaginaire. En tout cas, c'est vrai que dans nos sujets, le rapport à l'imaginaire est hyper important. Parce que quand je vous dis chef d'entreprise, vous imaginez pas une femme noire en costard qui gère une équipe de mecs. C'est normal, parce qu'on a vraiment un gros travail de représentation. Et je vois que le temps passe vite. Tu as des choses à dire sur la... Ok. Parce que j'allais enchaîner sur la représentation, mais tu veux dire un truc sur la culture de la performance ? Et quand on veut, on peut. Okay. Oui, je voulais démonter le quand on veut, on peut, puisque je me le mange dans la tronche et qui fait très mal, le quand on veut, on peut, et que je suis une femme, je suis grosse, etc., etc. Et je l'utilise pour dire à mes clients, quand on veut, on peut, c'est faux. Si t'es gros, noir, en fauteuil roulant, allez sur Tinder, il va pas se passer grand-chose. Donc, si je me décomplexe avec ça, je décomplexe mes clients, et ça aide, en fait, je crois. En fait, ça peut aider dans certains cas, mais en fait, il y a d'autres cas où il faut juste arrêter de culpabiliser quand on veut, parfois on peut pas, et trouver des manières de faire autrement, quoi. Vous voulez réagir ? Juste en quelques mots, je trouve que quand on veut, on peut, c'est une bonne excuse pour dire on va rester entre nous, entre personnes valides, et dans le sens où ça m'a... Alors, je l'ai rarement dit comme ça, mais si je le dis de manière cash, telle que je le pense, c'est si on veut, on peut, ok. J'aimerais beaucoup aller à un salon et prospecter tous les gens que je croise. Mais en fait, je vais en prospecter 2 maximum et je vais être roulé en boule dans le fond de la pièce au bout de 2 secondes. Donc non, j'aimerais beaucoup. Parce que ça veut dire que mon entreprise serait tellement plus prospère. Mais je peux pas. Il y a des freins qui sont pas dépassables. Du coup, par rapport à la prospection, c'est un échange qu'on a déjà eu. Qu'est-ce que tu as mis en place pour contourner ça, justement ? J'ai mis surtout en place, c'est plus long, mais la prospection par réseaux sociaux, plutôt le fait d'être visible sur les réseaux sociaux. Alors sur LinkedIn, quand on parle de B2B, c'est principalement ça. En vrai, du réseautage en cherchant des clubs d'entrepreneurs ou des réseaux qui font pas des grands messes avec 300 personnes dans un bowling. C'est du vécu. Et en cherchant des gens à qui on peut dire je suis autiste, est-ce qu'on peut faire un petit effort, et qui disent ok, je sais pas faire, mais dis-moi ce dont tu as besoin et on va voir ce qu'on peut faire. Ça existe. Il faut les chercher, ça existe. Donc parfois, tu peux aussi éduquer un peu les gens pour dire voilà, moi j'ai besoin de me sentir bien dans ce contexte, il me faut ça, ça et ça. Est-ce que tu peux faire cet effort-là ? Ça arrive, quoi. Il faut. Si je le fais pas, je prospecte que avec d'autres personnes autistes, et en fait,
je prospecte avec 4 personnes, quoi. Je suis pas prêt d'en vivre. Malheureusement ou heureusement, après, moi en soi, ça me dérange pas d'expliquer aux gens, donc je le vis bien. Mais t'es obligé. Enfin, quand tu rentres pas à ce point-là, et encore par rapport à des personnes autistes, je le gère plutôt bien et je le masque plutôt bien quand je veux. Ça dépend des jours. Donc je peux m'adapter, mais en fait, il n'y a pas trop le choix. Si tu veux accéder aux mêmes espaces que tout le monde, soit tu prends sur toi et tu mets 3 jours à t'en remettre, soit t'expliques aux gens, si tu as accès aux gens qui organisent, en leur disant est-ce qu'il y a moyen d'avoir une salle un peu plus silencieuse, est-ce qu'il y a moyen de mettre un peu moins fort pour que j'ai pas besoin de crier pour qu'on m'entende, parce que je sais pas faire. Typiquement, les afterworks, c'est un des gros sujets. Quel moment de l'enfer. Quel enfer, les afterworks. Tu me fous dans un bowling où il fait noir avec des... C'est pareil, c'est du vécu. Non, le bowling, c'est du vécu. Le bowling, c'est particulier. Tous les afterworks sont pas dans les bowling. En fait, il me faut un afterwork où il y a... où il n'y a pas de lumière, si, mais une lumière normale, où il n'y a pas trop de gens, où c'est suffisamment cadré pour que je sache ce qui va se passer, que je comprenne. Là, c'est un temps de réseautage, là, c'est un temps d'échange libre, là, c'est un temps de pitch. Je déteste le pitch, mais s'il faut en faire un, je peux le faire. Voilà, ouais, si on me lâche, tiens, prospecte. Une fois, on m'a dit dans un truc de réseau, non mais tu sais, si tu vas pas voir les gens, ils viendront pas te voir. Merci. Merci, je vais juste quitter le club en fait. Si c'est ça le sens de l'accueil de votre club, je n'ai rien à y faire. Et puis c'est le cas des personnes autistes, mais pas que. Il y a les personnes qui sont juste anxieuses et timides. Et en fait, juste prospecter quand on est freelance, déjà pour beaucoup de gens, c'est super compliqué tout court. Quand on a des handicaps invisibles, c'est encore plus compliqué. Mais effectivement, dans les afterwork, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait avec Adélaïde, on a créé un afterwork inclusif et safe qui reprend un peu tout ce qu'on ne veut pas voir en afterwork, c'est-à-dire un endroit qui est pas trop bruyant, où on a le temps de se parler, de se rencontrer vraiment, donc avec des exercices un petit peu cadrés de connexion pour qu'on puisse vraiment parler de ce qu'on fait, de où est-ce qu'on en est, même plus aussi des objectifs du moment et des problématiques du moment, avec un endroit qui est plutôt accessible, qui est inclusif pour les personnes en fauteuil et qui est calme pour qu'on puisse avoir ce temps-là, et surtout avec un cadre de, en fait, s'il y a une réflexion raciste, homophobe ou LGBT-phobe, en fait, tu ne seras plus bienvenu, et donc avec une forme de cadre. Et c'est vrai que nous, en fait, on a fini par le créer, cet afterwork, parce que moi, typiquement, après ma transition, j'ai arrêté d'aller dans l'afterwork, d'aller dans les afterwork, alors que j'adorais ça. Et c'était une de mes manières faciles pour moi de prospecter, parce que pour le coup, moi, je suis un ancien timide, mais maintenant j'arrive à aller vers les gens, j'ai compris les codes sociaux, et c'est un truc que j'aime. On va se faire un training ensemble. Mais après, j'ai plus été capable de le faire, parce que j'étais constamment en danger, et aussi coupé par des réflexions. Aussi, c'est des espaces où les personnes qui sont extraverties sont plus à l'aise. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait aussi pour inclure les personnes qui sont moins extraverties, qui ont moins de privilèges, qui osent moins prendre la parole? Je pense qu'il y a aussi tout un sujet par rapport à ça. Bon, j'ai un petit peu épilogué. Il est 20. Si on veut avoir un temps d'échange après, je vous propose une dernière question. J'ai 1 milliard d'autres questions, mais je pense que ça peut être plutôt intéressant pour les personnes dans la salle, si vous pouviez, chacun et chacune votre tour, si vous avez envie, de répondre à la question: si tu étais un freelance atypique en début d'activité, ou en tout cas pas à l'aise avec le fait d'être atypique, quel conseil tu me donnerais? Je sais, ça fait beaucoup. Non, mais est-ce qu'on peut peut-être partir sur une note un peu joyeuse et d'espoir et de thématique, peut-être récapituler les choses qui peuvent être mises en place ou font du bien? Moi, je pense que s'il y a un truc que j'ai envie de dire, c'est que on n'y est pas encore, mais je réalise quand même que de plus en plus, on a des modes de travail qui commencent à être variés. On peut s'adapter avec différents rythmes de travail, avec différents outils. Il faut réussir à sortir de la première et seule histoire qu'on nous a dit qu'il faut bosser 8 heures par jour, et si on est freelance, un peu plus, et même les week-ends, et le boulot avant tout. Ça va être, je dirais que si je dois dire quelque chose, c'est essayer de trouver son rythme, être OK avec le fait de pas bosser tout le temps, réussir à se mettre des limites en partageant
partageant la vie privée et le boulot. Je dis ça surtout pour moi-même qui suis réellement passionné de la création d'événements et il n'y a vraiment pas d'heure ou quoi pour écrire un mail, pour rechercher des lieux. Je peux y passer une nuit à me dire « Ah, mais j'ai pas encore checké ce site ou tout ça. » Donc, pas se formaliser sur une manière de faire, mais trouver un peu sa propre manière, ses propres règles. Se dire que c'est possible aujourd'hui, avec tout ce qui existe et avec notre monde qui avance lentement. Moi, je suis pas encore là où je veux qu'on soit, mais ça avance. Et donc, commencer à être, nous, les petits outils qui font que le monde va être différent parce qu'on commence à le faire différemment. Oui, puis comme tu disais, il y a aussi des outils qui viennent soutenir ça. Il y a maintenant, il y a l'IA, il y a plein de choses pour la prise de notes automatique, par exemple, pour les personnes qui sont en situation de handicap moteur. Il y a des outils qui peuvent soutenir certaines tâches de travail. Déléguer, prospecter aussi, c'est possible. Même la poste pour envoyer des trucs en ligne. Enfin bref, il y a aussi plein de petites choses qu'on n'a pas parlé. Est-ce que vous voulez prendre la parole ? Moi, je dirais le réseautage, c'est-à-dire trouver des gens comme nous, aller chercher des copains qui ont des difficultés aussi avec leur entreprise et puis partager ses réussites et partager ses défaites. Et depuis que je connais Alan notamment, mais aussi Will, passer un coup de fil en disant oh, il vient de m'arriver cette merde, est-ce que t'es ok pour qu'on en parle et que je puisse pleurer un bon coup, ou alors passer un coup de fil en disant tu crois pas, mais attends, j'ai été prise sur Inter, c'est incroyable, je vais faire une chronique, et ben ça fait du bien parce que quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur, déjà on a la pression de notre entourage qui considère que tout de suite on est Elon Musk et donc on se doit de gagner 30 000 balles et d'être mieux. Parce que si toi, tu fais mieux, voilà, si toi, tu te casses dans du salariat, il faut que tu fasses mieux. Et donc, non, c'est galère d'être auto-entrepreneur. En tout cas, s'entourer de gens qui ont les mêmes problématiques, qui sont un peu au même point. C'est vrai que, en vrai, d'être ici, je pense que je l'aurais pas non plus proposé si j'avais pas aussi des gens qui sont en soutien, qui me comprennent, vous qui êtes là, et aussi d'être là un peu en groupe, et puis les afterwork, et puis d'autres endroits, ça donne vachement de force aussi, et on se sent moins seul. Et ça donne aussi plein de tips, on peut se partager. Là, on n'est pas rentré dans le détail, mais il y a plein de choses qu'on peut mettre en place dans son activité et demander aux uns et aux autres, toi tu fais comment, enfin aux unes et aux autres, comment tu fais pour telle et telle chose, pour des gens qui ont les mêmes problématiques, c'est super apprenant. Moi, les conseils que je vais donner, c'est des conseils qui s'appliquent aussi bien si on se considère atypique ou pas. Travailler moins et mieux, je trouve c'est cool, en vrai. Pour ça, c'est simplifier ses canaux d'acquisition, par exemple. Moi, au tout début, j'envoyais des mails à peu près toutes les entreprises de ma région. Très mauvaise idée, en vrai. J'étais pas claire dans mes offres, j'étais pas claire dans ce que je proposais. Et ça prend énormément d'énergie, on s'éparpille beaucoup. Donc qu'on soit, par exemple, valide ou pas, quand ça prend beaucoup d'énergie, on n'a pas forcément envie de continuer quand on est freelance, parce qu'on a en plus la charge mentale de trouver des clients. Donc ça, c'est le premier conseil. Et deuxième conseil, c'est de dire non aux clients qui n'ont pas l'air sympas. Et ça, au tout début, je le faisais pas. Les donc j'ai red eu flags quelques dans le travail. bonnes mésaventures au tout début. Et après, petit à petit, j'ai commencé à dire non. Ça m'est arrivé 3 fois, par exemple, l'année dernière. Donc, par exemple, quelqu'un qui vous appelle, qui vous parle mal et qui veut un devis directement au téléphone, comme ça, c'est quoi ton budget, machin. Et puis oui, t'es sur des projets qui demandent de chiffrer, il y a plein de choses, et c'est des projets qui sont longs. Ouais, et puis tu te sens. Il y a des gens qui peuvent donner des budgets comme ça, mais dans ton cas, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Quand on te parle mal déjà dès le départ, ça pue. Et le fait de travailler avec des gens sympas, en fait, juste ça donne de l'énergie. C'est ça. Et en fait, après, ça nous motive pour continuer notre activité. Donc, je pense que c'est aussi bénéfique pour la suite. Parce que si on est dégoûté, au bout de quelques missions, on s'arrête, quoi. Je vais essayer d'aller vite, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites en plus, donc je vais pas faire de la redite. Je vais pas te dire quelques mots interdits aussi au passage. Je dirais, premier, s'écouter. Ça a déjà été dit par d'autres, mais effectivement, il n'y a pas qu'une seule manière d'être entrepreneur ou entrepreneuse. Il y en a plein. Et on n'est pas obligé de suivre le modèle dominant qui nous est montré. On peut construire sa propre manière de faire, justement en rencontrant des copains, copines, copaines, qui peuvent nous expliquer, tiens, moi j'ai le même ou un truc qui ressemble à toi et je gère comme ça. Donc s'écouter dans ce qu'on est capable de faire, ce qu'on se sent capable de faire ou pas. Et là où je vais dire un mot interdit, c'est déconstruire le capitalisme, dans le sens où... On avait dit non, Alice. Non, mais je l'explique. Dans le sens où... et c'est vraiment déconstruire dans le sens de se demander, est-ce que réellement l'objectif de faire 10 000 par mois, c'est mon objectif? Auquel cas, ok, vas-y. Ou est-ce que c'est un objectif qu'on m'a dit qui était souhaitable? Auquel cas, c'est peut-être pas le mien. Et
c'est peut-être pas Qu'est-ce la qui est peine bon que je pour me moi, casse ouais. la santé à l'atteindre. Et c'est dans ce sens-là que je le dis. C'est pas, pour le coup, c'est pas, je vais pas sortir les discours rigolais. anticapitalistes que je peux sortir dans d'autres cadres, mais c'est vraiment se demander est-ce que mon objectif est vraiment celui qu'on m'a mis dans le crâne depuis que je suis tout petit, qui est effectivement de gagner beaucoup, de se ruiner la santé en le faisant, ou est-ce que j'ai envie de vivre autrement et de peut-être vivre à la campagne avec une maison qui me coûte 3 fois rien et qui me permet de gagner que 1 000 euros par mois, mais en fait ça me suffit largement pour vivre. Ouais, il y a un Et gros vraiment enjeu se de poser la question. représentation. Ouais. Qu'est-ce qui est bon pour soi? Quel est mon vrai rêve et pas le rêve que la société m'a mis dans la tête à force de le voir dans la culture et compagnie. Ah, puis j'ai oublié un dernier petit conseil. Alors, Si- il nous reste 3 minutes, donc tu as 1 minute. Si vous êtes en bonne santé quand vous vous installez, prenez une prévoyance. Ah oui, ça, c'est aussi des choses... Alors, vous allez vous faire arnaquer la plupart du temps. Elles ne sont pas toutes correctes et c'est des assurances privées, donc elles s'arrangent pour ne pas payer. Mais ça peut vous sauver la mise plus d'une fois. Donc, ça reste un conseil que je donne. Prenez une prévoyance si vous êtes en bonne santé quand vous vous installez. Dans le sens où ça vous coûtera moins cher si vous êtes en bonne santé quand vous vous installez. En tout cas, on a encore plein de choses à dire et plein de choses à partager. Si vous avez envie qu'on continue la discussion, on n'a pas forcément là le temps. Je crois, on me fait signe derrière qu'on n'a pas forcément le temps de continuer pour des questions. Mais je sais pas si la dame... On peut continuer pour des questions. On a le temps pour des questions ou pas? Ah oui, ok. Eh ben on a le temps pour des questions alors. Je vais donner mon micro. Bonsoir. Tu m'excuseras, j'ai oublié ton prénom. Magali. Magali. Moi, suite à un cancer rare et peu fréquent, mon rythme de vie a changé totalement. J'ai besoin de faire souvent des siestes, de perte d'énergie et tout. Déjà, ça m'a pris du temps avant de l'accepter que je n'étais plus la Naïma d'avant. Et j'aurais voulu savoir un peu comment tu as finalement pris ta place dans cette société où le rythme de vie va toujours tellement rapide. Et quels sont les outils que tu as mis en place, les stratégies, connaissant ton handicap que tu as? Moi, il y a une chose qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir peu de clients par an, mais sur des gros projets. Du coup, quand par exemple j'ai 6-7 clients par an, ça me fait vivre. Et ça m'évite de gérer je ne sais pas combien de relations en parallèle et de devoir aller chercher 30 clients par mois pour être rentable. Donc je peux vraiment choisir quand je mets de l'énergie et quand je fais des siestes. Donc, ouais, je dirais que c'est ça. Après, il y a des étapes de post-production, par exemple, que maintenant j'utilise l'intelligence artificielle, par exemple, quand j'interviewe 5 personnes pendant 1 heure et que je dois faire un film de 10 minutes, je dois aller chercher 5 minutes de voix sur 5 heures. Donc là, je vais faire de la retranscription par une IA des interviews à l'écrit. Et derrière, du coup, j'ai des textes et je peux faire de la recherche directement par mots-clés pour aller sélectionner les bons passages pour les vidéos. Et ça, typiquement, je gagne 1 ou 2 jours de travail sur un film. Donc il y a des méthodes aussi comme ça. Et après, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment de simplifier le canal d'acquisition. Moi, je suis très active sur LinkedIn, pas du tout sur Instagram. Avant, je faisais les deux et en fait, ça prend trop de temps. Donc c'est un canal assez clair. Après, bon, quand on dépend des réseaux sociaux pour se faire connaître, c'est un peu chiant parce que on dépend de quelqu'un d'autre, quoi. Donc l'idée, ça serait peut-être plus tard de développer un podcast ou quelque chose comme ça. Voilà. Comment tu as pris ta place dans cette société-là? Parce que tu as parlé finalement de ton handicap. C'est invisible déjà. Donc la plupart des gens pensent que j'ai rien. Oui. Sachant qu'il y a des périodes où je pouvais même danser et pas m'asseoir. Donc, Oui, pardon, j'ai oublié Ouais. de dire aussi, c'est parce que mon handicap est invisible, ouais, qu'on ne le voit pas, mais moi je le ressens à l'intérieur. oui. Et, parce que Et- les gens te disent toujours, mais t'as l'air bien, t'as l'air en forme, je comprends pas pourquoi Ouais. t'as besoin d'autant de siestes. Il faut leur dire cash. Enfin, moi, je leur dis j'ai un problème de santé. Et en fait, le mot handicap, ça... Parce que moi, au début, je disais blessure pendant 1 an et demi. Et une fois, il y a une amie qui m'a dit, mais en fait, t'as un handicap. J'étais là, c'est vrai, en fait. Et à partir du moment où on dit le mot handicap, les gens, je pense qu'ils considèrent un peu plus. Donc, peut-être, Mais t'as pas l'impression que parfois, même déjà quand tu mets le mot cancer ou handicap, ce sont un peu encore toujours des mots tabous. Donc on a un peu Je peur. vais juste me permettre de clôturer un petit peu. Si vous voulez continuer la discussion, on pourra le faire après parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que d'autres personnes peuvent poser une question?
Après, il y a tout un enjeu de communication, on peut en discuter après si ça vous intéresse. C'est pas une question, mais sans des remarques. Je suis à mon compte, je fais du bilan de compétences. Et tu as parlé du syndrome de l'imposteur. Moi-même, je suis concernée par la culpabilité de ne pas être à fond. C'est dans ma carrière avant. Alors, je suis vieille, je me suis mise à mon compte. Et il a fallu qu'après prise en charge par Alzheimer et autres, je ralentisse tout en créant ma société. Et c'est une personne qui m'accompagnait dans ce job, dans le développement, et me dit, mais faut pas vous culpabiliser. Vous faites du bilan de compétences en donnant le plus que vous pouvez à vos clients. Dans tous ces sujets-là, il y a aussi, tu disais tout à l'heure, la déconstruction de ce qu'on nous a appris. Oui, et c'est il y a l'éducation qu'on donne aussi aux petites filles. Il a dit, il n'y a pas un profil d'entrepreneur. Ouais. Il y a un gros enjeu de représentation pour qu'on puisse s'autoriser à faire moins, faire mieux, faire différemment et ne pas être dans cette culpabilité constante. Il y a beaucoup d'injonctions dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, dans le freelancing, dans la communication. Et du coup, tout l'enjeu, c'est de trouver sa propre manière de faire et de trouver sa rentabilité, aussi trouver ses zones de génie, les endroits où on est bon, pour pouvoir augmenter là où on est bon et peut-être simplifier des choses, peut-être lâcher certaines parties pour se concentrer sur ce qui fonctionne en fait pour nous. Oui, exactement. Déconstruire les représentations qu'on se fait. Mais c'est un long chemin. Pour que son entreprise nous ressemble. Ouais. On pourra en discuter si vous voulez après. Est-ce qu'il y a une dernière question? Après, on va devoir quitter la salle. Je serais curieux de savoir ce que vous pourriez répondre à des personnes qui vont dire est-ce que finalement on n'est pas un peu tous et toutes atypiques et qui du coup vont dénaturiser ce mot-là. Attendez, il y a trop de... Vas-y, finis ta question. Et peut-être retirer toute l'intensité que ça crée en fait d'être atypique. Quelqu'un veut répondre? Je crois que vous allez vous battre. Allez-y. Je pense que quand tu es un homme blanc, pas handicapé, pas LGBT, ou alors que tu le planques, tu es un peu moins atypique que nous autres, là. Voilà. Donc, je cherche pas non plus à faire une graduation des personnes marginalisées, mais on sait que les auto-entrepreneuses noires, par exemple, gagnent moins d'argent que les autres. Donc, en France, on peut regarder au travers de notre société qui a le plus de bâtons dans les roues. Il y a des études, il y a la sociologie, il y a beaucoup de travaux pour documenter tout ça. Tu veux rajouter un truc ? Ouais, moi je voulais rajouter quelque chose. Je pense que beaucoup de personnes peuvent se sentir atypiques et en fait, je crois que c'est ce qu'on essayait d'expliquer tout à l'heure. On vit dans un monde qui a été créé pour une seule catégorie et donc il y a beaucoup de gens qui pourraient être en dehors de ça, mais en attendant, toutes ces personnes qui sont en dehors de cette seule catégorie pour laquelle le monde a été construit jouent les règles du seul jeu qui a été apporté. Donc pourquoi pas ? Disons qu'on est atypique, mais dans ce cas-là, créons des règles pour le monde atypique et ne restons pas dans un cadre. Dans ce cadre unique, parce que je pense que si chacun et chacune on commence à construire autre chose, on va commencer à nous on commence à savoir qu'il y a d'autres voies, mais on va aussi pouvoir le montrer à d'autres personnes et leur ouvrir des perspectives, des projections. Et oui, là on pourra se dire en fait non, il n'y a plus trop d'atypie puisqu'on est tous et tous différents, mais on le verra tous ensemble. C'est pas encore le cas aujourd'hui et moi j'ai en tout cas envie qu'on comprenne tous chacun nos routes dans ce sens-là. Merci beaucoup, Will. Merci beaucoup d'avoir été là pendant cette table ronde. Si vous voulez nous suivre, alors il y a plusieurs actifs de LinkedIn par ici. Il y a Magali CV sur LinkedIn, Adelaide Coaching sur LinkedIn, Alice, ton nom de famille, je sais plus, c'est quoi? Dinan, c'est ça? Ouais. Alice Dinan, allez lui envoyer du love quand même. Et si vous êtes intéressé par les événements de Will, la Will Keyway sur Facebook. Bientôt sur LinkedIn aussi, parce qu'on va s'en occuper. Et on est là si vous voulez qu'on échange. Je ne sais pas dans combien de temps on peut lâcher la salle, mais en tout cas, on est par là si vous avez envie de continuer la discussion. Merci beaucoup. Merci.